Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. La bousculade de Mina est un événement qui marque et qui marquera certainement encore les esprits. Un peu partout, on en parle. Les parents des disparus ne savent plus à quel sein se vouer. 20 jours après le drame, le bilan s'alourdit au fur et à mesure que les jours passent. Quel est le bilan réel de la bousculade du côté des pèlerins maliens? Les causes de la tragédie ont-elles pu être connues? Que fait-on pour aider les parents des disparus dans leur démarche? C'est autour de ces questions et de bien d'autres que va se dérouler ce débat. Nos invités sont au nombre de 3. Issa Kaou Jim du Haut Conseil islamique, il est là dans ce studio. Bonsoir. Nous aurons également Madame Ami Sissé du Centre d'écoute et d'orientation des parents des victimes. Elle, on l'aura au téléphone. Et nous aurons également Amadou Maïga du groupe Clédou Voyage. Il se trouve à la Mecque. C'est là-bas que nous allons également le joindre au téléphone, autrice auditeur. Bienvenue, le débat de ce jour vous est présenté par Seydou Foma. C'est un sujet bien triste que nous évoquons dans le grand dialogue de ce mercredi, la bousculade meurtrière à Mina. Le drame a fait couler beaucoup d'encre, il en fera certainement encore couler avec l'évolution du bilan. Quel est le bilan du drame à ce jour? Je pose la question à Issa Kaoudjim du Haut Conseil islamique. Est-ce que vous en savez quelque chose? Merci de m'inviter. Avant de répondre à cette question, permettez-moi d'abord... au nom du Haut Conseil islamique du Mali, à son président, le très respecté l'imam Mahmoud Diko, de réitérer ce qu'il a toujours fait. D'ailleurs, c'est de présenter vraiment ses condoléances à toutes les victimes. Au-delà, vraiment, c'est un drame pour toute la communauté musulmane du monde, mais le Mali aussi a sa part dans ce lot. Alors, la question que vous posez, aujourd'hui, le bilan. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le bilan, s'il doit être donné, ça doit être donné par les autorités les plus compétentes, c'est-à-dire le gouvernement à travers le ministère des Affaires religieuses du culte, qui a organisé ce pèlerinage, car je vous rappelle qu'il y avait un délégué général. Donc, leur mission consistait vraiment alors à superviser ce travail. Donc, à ce niveau, vraiment, tout le monde est resté sur sa faim. Je crois qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements. Alors, ce que nous pouvons vous donner comme des informations, qui, à travers des personnes qui ne sont pas au nom de l'État, mais quand même qui sont sur place, l'information que j'ai, qui est fiable, c'est qu'il y a le directeur de Radio Nita, Ibrahim Djiré, qui a donné l'information qui date de hier, parlait déjà de plus de 134 décédés et retrouvés, donc reconnus comme des Maliens, alors morts dans cette bousculade, vous l'avez dit, et plus de le nombre de personnes admises dans les hôpitaux saoudiens s'élève à peu près à 8 personnes, et aujourd'hui on parle de disparus de plus de à peu près 200 personnes environ. Donc voilà ce que j'ai comme information, mais je rappelle que ce n'est pas alors la information officielle venant des autorités les plus compétentes, c'est-à-dire le ministère du tutelle. Madame Ami Sissé du Centre d'écoute et d'orientation des parents des victimes, vous êtes en ligne. Alors vous aussi, vous suivez l'évolution du bilan de ce drame? Oui, effectivement, on suit l'évolution du bilan. Compte tenu des familles qu'on reçoit qui nous déclarent un peu leurs parents qui n'ont toujours pas retrouvés. Et aussi, on travaille en parallèle avec la Maison du H qui veulent bien collaborer pour nous transmettre les informations. Maintenant, nous allons aller à la Mecque pour retrouver Amadou Maïga du groupe Clédou Voyage. Monsieur Maïga, vous nous entendez? Amadou Maïga? Oui. Alors, vous êtes donc sur place à la Mecque. Ici, au Mali, on a quand même l'oreille tendue vers la Mecque. On suit l'évolution du bilan. Le bilan, qu'est-ce que vous en savez à ce jour? Alors, comme je vous dis, chaque jour, nous avons 2 équipes sur le terrain. Une équipe qui est chargée d'identifier les corps et une autre équipe qui est chargée d'identifier les malades, de suivre les malades dans les hôpitaux et d'identifier éventuellement des nouveaux malades, des nouveaux cas. Alors, à la date d'hier soir,
Guiré, après la réunion, nous avons eu d'autres additifs, ce qui fait que Guiré n'avait pas la situation exacte. Il est avec moi en ce moment. On va faire la réunion, on va commencer bientôt la réunion. Alors, à la date d'hier soir, nous avons enregistré 173 décès pour le côte du Mali, toutes filières confondues. 192 disparus, toutes filières confondues, et 7 blessés. 7 blessés qui sont dans les hôpitaux parce qu'il semblerait qu'il y a un blessé qui n'est pas victime de Mina, mais c'est un Malien qu'on a trouvé dans un hôpital. Mais après, on a eu l'information que c'était pas lui, il ne fait pas partie des victimes de Mina. Donc, on a enlevé ce qui nous ramène à 7 malades dans les hôpitaux présentement de Yeda et de la Mecque. Comment vous procédez pour obtenir ces chiffres? Nous avons, comme je dis, nos équipes se déplacent. Moi, je suis le président de la commission morgue d'identification des corps. Il y a une autre commission qui sillonne les hôpitaux. Donc, nous allons visionner les numéros. Maintenant, nous avons même commencé les recoupements, les recherches au niveau des objets laissés par les pèlerins défunts. Donc, au niveau de la police là-bas, il y a la police scientifique qui est là-bas, qui nous donne toutes qui a pris les photos et qui les a mis sur les ordinateurs. On visionne les photos. Donc, à travers nos signes distinctifs, nos différents signes distinctifs, nous arrivons à identifier, par exemple, on va avoir un pèlerin avec un foulard, ou bien le bracelet que les Saoudiens nous donnent ici. Une fois que les pèlerins arrivent à la Mecque, on leur met des bracelets au bras. Et ces bracelets-là, il y a le numéro du bureau, il y a le numéro de dossier de leur passeport. Donc, nous nous basons sur ces deux aspects, soit le foulard ou le numéro de dossier. Par exemple, il y a 3 bureaux qui ont accueilli les Maliens, les passeports des Maliens, le bureau 22, le bureau 28 et le bureau 29. Et à côté de chaque numéro de bureau, il y a des numéros pour identifier les dossiers où se trouvent les passeports des pèlerins. Donc, c'est comme ça que nous arrivons à identifier. Une fois que nous prenons les numéros de bureau et de dossier, nous revenons maintenant sur place pour dire, OK, chaque agence fait. Par exemple, pour le groupe de clés de voyage, nous savons qu'au niveau du bureau 28, nous sommes au niveau du bureau 28, nous avons les numéros de dossiers 49, 52 et 54. Donc, dès que nous voyons un bracelet avec le bureau numéro 28 et le 49, le 28, 52, 28, 54, nous savons automatiquement que c'est un pèlerin de clés de voyage. Il en est de même pour les autres agences. Aujourd'hui, par exemple, Allez-y. Par exemple, j'étais en train de visionner, on était en train de regarder des objets. Donc, on a vu un numéro avec des policiers, on dit numéro 54, bureau 28, numéro 54. Tout de suite, j'ai reconnu que c'est mon numéro. Donc, si c'est une autre agence, il reconnaît tout de suite que ça, c'est son numéro de dossier, c'est là où se trouvent ses passeports. Quand on venait de Médine, quand on arrivait à la Mecque, c'est ce numéro qu'on nous a attribué pour que nous puissions facilement retrouver nos passeports. Donc, ça, c'est une organisation mise en place par le bureau de service mise à la disposition des Maliens par les Saoudiens. C'est donc sûr. Comme ça que nous procédons. Il y a aussi l'identification physique des pèlerins. Par exemple, quand je regarde la vidéo, la photo sur l'écran, je peux identifier mes pèlerins ou bien quelqu'un d'autre peut identifier les pèlerins à travers le foulard de quelqu'un. Par exemple, on connaît mon foulard, on connaît le foulard de telle agence ou de telle agence. C'est comme ça qu'on est en train d'identifier. Et je dois reconnaître que ces 3 jours, nous arrivons à découvrir pas mal de corps. Vraiment, hier, par exemple, on a pu enregistrer 24 corps. C'est exceptionnel. Ces 3 jours, c'est que vraiment, il y a beaucoup de nouvelles photos qui sortent et puis on découvre avec les objets aussi, on arrive à découvrir beaucoup de corps. On peut donc en être sûr, les chiffres que vous donnez sont des chiffres fiables. Tout à fait. De toute façon, Guiré est là, il peut nous témoigner. Nous travaillons de façon scientifique. Alors, nous retournons Personne ne peut donner un chiffre. Nous travaillons de façon scientifique. Personne ne peut donner quelque chose si ce n'est pas l'agence en question. Chaque agence donne le nombre de ses décès, le nombre de ses disparus. Nous avons centralisé dès le départ le nombre de décès enregistrés et le nombre de disparus. Maintenant, une fois qu'il y a un décès qui a été retrouvé parmi les disparus, donc on fait moins plus, c'est-à-dire plus le décès augmente et les disparus régressent. Donc ça c'est pour nous-mêmes, on n'a pas intérêt à mentir sur nous-mêmes de toute façon. Non, quand un commerçant dit qu'il a retrouvé son pèlerin mort, c'est qu'il a retrouvé. Par exemple, si je n'ai pas aujourd'hui, j'ai trouvé un pèlerin, mais je n'arrive pas à l'identifier. Mais heureusement, il y a son téléphone. Mais il se trouve qu'elle n'est pas la seule dans ce groupe. Elles sont 4 personnes à être dans le même dossier. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé les parents pour savoir, mais quelle personne-là, il a quelle couleur de téléphone. Maintenant, quand je suis tombé sur le parent qui m'a dit,
ma soeur, elle a un téléphone rouge avec un cordon, et tout ce qui identifie. Donc le doute, il est plus fermé. Demain, la dernière fois, on a pris un téléphone d'un défunt, puisqu'on n'avait aucune information. On a allumé le téléphone, et puis on a appelé à Bamako. On est tombé sur sa fille qui nous a dit, bon, c'est son père, il est venu avec telle agence. Donc nous sommes dans la recherche scientifique même. Nous sommes devenus des enquêteurs de fait, des agents de voyage, puisque nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés de fournir des informations aux parents des pèlerins. Nous sommes obligés de nous débrouiller pour trouver tous les moyens et informer les pèlerins, parce que nous savons leur impatience. Mais nous ne pouvons pas donner des informations erronées. Tant qu'on n'a pas la preuve que tel pèlerin est décédé, nous ne pouvons pas annoncer son décès. Ça, c'est le principe qu'on a retenu. Il faut qu'on voit le corps, ou bien la photo, parce qu'il y a des photos qu'on voit, les corps sont déjà enterrés. Comme il y a des photos qu'on voit, les corps ne sont pas enterrés. Et là, on a accès au corps, on va prier sur le corps et puis on va l'enterrer nous-mêmes. Voilà. Donc il n'y a aucun doute à ce niveau. Nous, on n'a pas de truc, on n'est pas comme l'administration. On n'a aucune barrière, on est direct. Dès qu'on a l'information, c'est vérifié au niveau de l'agence. L'agence le porte au niveau de notre comité de crise. C'est fini, on le diffuse. Par exemple, moi, je n'ai pas. Aujourd'hui, on a retiré des décès, mais je ne peux pas les ajouter tant que le comité n'a pas approuvé. Donc là, on va faire la réunion tout de suite. Dès que le comité approuve, chaque agence va venir avec le nombre qu'il a retrouvé aujourd'hui et puis on fait l'addition. C'est comme ça qu'on travaille. Amadou Maïga du groupe Clédou Voyage, merci pour tous ces détails. Alors, vous restez donc, vous allez garder l'écoute. Nous retournons ici dans le studio pour aborder la question suivante. Alors, les pays touchés comptabilisent désormais plus de 1600 morts. Pourtant, au début, en fait, c'est moins de 800 morts que les Saoudiens avaient annoncé. Est-ce qu'on se serait trompé par rapport à l'ampleur de la tragédie? Issa Kaoudjim du Haut Conseil islamique. Merci, c'est une question très délicate et sensible à la fois. Vous savez, face à de telles tragédies, l'État aussi a ses règles de fonctionnement, mais aussi ses structures de vérification. Parce que, vous savez, il y a eu 3 façons de communiquer. On a parlé de disparus. Alors, dans le premier cas, les disparus, des personnes peut-être dues aussi à la panique, se sont éloignées des lieux du drame. Donc, pour les premières heures, on ne peut pas comptabiliser ça comme des morts puisque ce n'était pas identifié comme tel. Et on n'avait pas aussi toutes les informations sur les personnes blessées, admises dans les hôpitaux. Donc, il fallait faire extrêmement attention parce que ce genre des informations évoluent. C'est une première de cette nature. Je pense que non, c'est parce que tout simplement, il y avait des rétentions. Il pouvait y avoir aussi de prudence, mais il y avait aussi des polémiques, des raisons politiques parce qu'on a voulu aussi, dans un premier temps, alors essayer de faire des récupérations politiques. Mais au-delà de tout ça, si on se concentre sur l'essentiel, je pense que l'information a évolué en fonction alors, de la nature de la crise. Je pense que ce qui concerne les autorités saoudiennes, alors ils ont été confrontés vraiment à un problème extrêmement difficile parce que ce que les gens ne savent pas, les bousculades de Mina, c'est quasiment tous les pèlerins qui se trouvent à ce lieu. C'est les 2 lieux où pratiquement les gens se trouvent en même temps. Si c'est à Arafat, donc pratiquement tout le monde est présent. Si c'est à Mina, pratiquement tout le monde est présent. Donc, vous avez des millions de personnes vraiment dans une superficie qui ne dépasse pas peut-être 20 km². C'est extrêmement compliqué. Alors, je pense qu'à ce niveau, pour répondre à votre question, je ne pense pas que c'était des informations contradictoires, mais elle a évolué en fonction de la situation. Alors, je pense bien que Mme Ami Sissé du Centre d'écoute et d'orientation, alors, elle n'est pas en ligne, mais ça va se régler dans un instant. Nous allons donc retourner à la Mecque pour retrouver Amadou. Alors, je crois que finalement, Mme Ami Sissé est bien là. Elle est du Centre d'écoute et d'orientation des parents des victimes. Dites-nous, madame, 800 morts annoncés, aujourd'hui on décompte 1600. Alors, ça peut se comprendre, ça peut s'expliquer, non? Alors, ça peut se comprendre comme ça peut ne pas se comprendre, parce que dans la foulée, on nous a donné un bilan, mais on n'avait pas dit que c'était un bilan provisoire. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui devraient être faits au niveau de la communication, car dans un premier temps, les gens pensaient qu'il n'y avait que 800 morts, donc ils avaient beaucoup plus d'espoir pour retrouver leurs parents qui étaient portés disparus. Mais plus ces jours avancent, plus le bilan s'alourdit.
Donc, la mesure dans laquelle ça peut se comprendre, c'est que dans la foulée, on peut, vu que l'événement n'était pas attendu et que c'est une situation à laquelle on ne s'attendait pas, on ne pouvait pas mesurer l'ampleur dans l'immédiat. Après l'identification des corps, le bilan s'alourdit de jour en jour. Donc, je pense qu'il fallait juste préciser que c'est un bilan provisoire et qui pourrait s'alourdir. Comme ça, les gens allaient avoir une autre compréhension de la chose. Nous allons à présent à la Mecque retrouver Amadou Maïga du groupe... Oui. Alors, je crois qu'on va lui donner la parole quand même. C'est bientôt la pause. Mais juste en quelques mots, Monsieur Maïga, dites-nous, les bilans donnés dans un premier temps par les Saoudiens, c'était moins que 800. Après, à ce jour, on est à 1600. Là-bas, sur place, comment vous expliquez cela? Non, le bilan est tout à fait compréhensible. Je pense que les premiers jours, ils ont annoncé plus de 700. Entre-temps, la situation évolue chaque jour et chaque seconde, la situation évolue. Nous qui sommes sur le terrain, chaque jour, nous voyons des gens qui découvrent leur corps. Nous sommes ensemble, nous visionnons les photos et chaque jour, il y a des gens qui découvrent leurs parents ou leurs pèlerins. Donc, cette situation, elle évolue à la seconde. Mais seulement, comme le Bassara a le dire, on aurait pu dire bilan provisoire. C'est un bilan qui est appelé à changer tous les jours jusqu'à ce qu'on découvre tous les portés disparus. Parce que tant que la personne est disparue, c'est entre deux hypothèses. Maintenant, soit elle est dans un hôpital non identifié, c'est l'un des deux. Donc, une fois qu'on découvre le disparu, soit il est mort ou il est malade, c'est l'un des deux. Donc, ça veut dire que le bilan, il est appelé à évoluer tous les jours. Tous les jours. Donc, et puis, je ne vois pas pourquoi on doit cacher ça. C'est un fait de Dieu. Personne n'a souhaité que ça se passe comme ça. Donc, on ne doit pas cacher la réalité aux gens. Il faut qu'on donne la réalité aux gens. On ne doit pas en faire une récupération politique. C'est là, il faut dire la vérité. Quand il y a la mort, il faut dire la vérité. Et nous, c'est ça notre credo au niveau du comité de crise. Parce que je parle au nom du credo voyage, mais je parle aussi en tant que président de la commission d'identification des corps du comité de crise mise en place par les agents de voyage. La suite de ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Alors, nous évoquons donc la bousculade qui a fait beaucoup de morts. On parle de plus d'un millier à ce jour à Mina. Je rappelle que nous avons 3 invités. Madame Ami Sissé du groupe Centre d'écoute et d'orientation des parents des victimes. Dans ce studio, nous avons Issa Kaoudjim, il est du Haut Conseil islamique. Et nous avons au bout du téléphone à la Mecque, Amadou Maïga, il est du groupe Clédou au voyage. À présent, nous allons parler quand même des blessés, il y en a, mais nous allons surtout nous intéresser aux disparus. Alors, comment se déroule la recherche de ces disparus? Je pose la question, même s'il n'est pas sur le terrain, à Issa Kaoudjim, qui est du Haut Conseil islamique. Merci. Je pense qu'il faut que les gens quand même ont une lecture progressive du mot disparu. Je disais tantôt, c'est un lieu que j'ai fréquenté, que je connais. Quand il y a l'épicentre du drame, vous avez la panique. Et saute qui peut, il y a des blessés, il y a des gens qui cherchent à s'éloigner, il y a des gens qui sont pour la première fois, qui sont là-bas, donc qui ne savent pas où aller, qui essaient peut-être un peu de fuir. Et donc, les premières heures, les disparus ne peuvent pas être comptabilisés dans la logique qu'on vient de dire, soit mortes, soit blessés. Donc, à ce stade, les premières heures, c'était très prématuré et imprudent de parler que tout disparu est supposé blessé ou mort. Donc ça, c'est d'abord la première partie pendant, en tout cas, le moment de l'événement. Et 24 heures, 48 heures, c'était suffisant pour savoir que réellement, des personnes supposées disparues et qui se sont tout simplement réfugiées, être dans des endroits sûrs, ont été identifiés et récupérés, donc ne sont plus des disparus. Ça, c'est un premier temps. Mais à ce stade, ce que vient de dire celui qui parle au nom d'une agence, il a raison. Au stade, il faut que les gens quand même ont vraiment ce sens
de dire la vérité. Parce que ça ne sert à rien alors de faire la rétention de quelque chose qu'on finira par dire. Et qu'est-ce qui est grave dans cette affaire? Parce que tout ce que nous attendons, je ne parle pas ici au nom du gouvernement de la République du Mali, mais on a l'impression que c'est les agences de voyage qui se sont organisées et que lui-même il a dit, alors pour d'essayer d'identifier, et il a dit, ceux qui sont du filière gouvernemental et des autres agences, donc ça veut dire qu'il y a un problème de coordination. Et donc, ce que vous posez comme question, les disparus aujourd'hui, c'est évident, soit les personnes sont mortes, ou alors sont dans les hôpitaux. Alors retrouver les personnes dans les hôpitaux, c'est vite fait, parce qu'on connaît le nombre de personnes admises dans les hôpitaux, on connaît les personnes qui viennent des pays, donc ça c'est très clair. Et les personnes non identifiées, on peut s'approcher pour savoir. Je pense que c'est presque quasiment insignifiant, ça peut exister, qu'il y ait des personnes blessées dans les hôpitaux. Au stade où nous sommes, les recherches se situent à deux niveaux. Soit les personnes sont décédées, alors qu'on n'arrive pas à les identifier parce que la nature de leur décès piétinement a atteint un certain degré où les corps ne sont pas identifiables, donc on peut être considérés comme des disparus non identifiés. Ou les personnes sont décédées, malheureusement ceux qui sont à leur recherche n'arrivent pas à les retrouver. Donc à ce stade, oui, ce qu'il dit, soit décédés, soit blessés. Je crois qu'à ce stade, à ce moment précis, cette façon de parler est exacte. Alors, Madame Ami Cissé, vous êtes donc du Centre d'écoute et d'orientation des parents des victimes. Dites-nous, à votre niveau, comment est-ce que vous traitez les dossiers des disparus? Alors, je rappelle déjà que la cellule a d'abord commencé sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, parce que tous les membres de la cellule avaient un parent qui était porté disparu. Donc, dans un premier temps, les informations étaient éparpillées sur les réseaux sociaux et sur différents sites. Donc, nous, on a décidé, dans un premier temps, de créer une page sur laquelle on centralisait toutes les informations, on concentrait les informations pour permettre aux gens de se retrouver. Donc, ceci se faisait en mettant les photos des blessés qu'on nous envoyait de l'Arabie Saoudite et en comparaison avec les photos des disparus que les parents postaient sur les réseaux sociaux. Ensuite, on a jugé utile qu'il fallait peut-être créer une cellule d'écoute et d'orientation parce que toutes les familles maliennes n'ont pas accès à Internet et toutes les familles ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc, notre but était vraiment basé sur appuyer les familles en leur montrant les photos auxquelles on avait accès sur les réseaux sociaux afin de leur permettre de faire une comparaison pour voir est-ce qu'ils ont un parent qui est blessé ou non. Donc, c'est sur cette base que nous, on a procédé depuis le début de la création de cette cellule. Mais est-ce que les recours aux réseaux sociaux vous ont permis de retrouver quelqu'un, par exemple? Oui, grâce aux réseaux sociaux, il y a 3 personnes qui ont été retrouvées en faisant les comparaisons de photos. Il y a d'autres personnes aussi qui ont cru voir des blessés qui ressemblaient à leurs parents et qui sont allés sur place, mais finalement, ils ont trouvé que ce n'était pas leurs parents. Donc, ça a quand même permis aux gens d'écarter beaucoup de pistes. Parce que le fait de rester dans l'attente pendant plus d'une semaine, je sais que les autorités, ils font ce qu'ils peuvent, mais on est un peu limité parce que ça ne s'est pas passé sur notre territoire, ça ne s'est pas passé au Mali. Donc, quelque part, on est obligé de rester derrière les autorités saoudiennes et de prendre tout ce qu'ils nous donnent comme information. Donc, nous, on comprend un peu les familles quand ils viennent tout tristes, tout malheureux, parce que c'est une torture quand même pendant 10 jours ne pas savoir quel sort est réservé à un membre de sa famille qui est porté disparu. Plus les jours avancent, plus l'espoir s'amincit. Et donc, nous, on était vraiment là à l'écoute, on les comprenait, mais malheureusement, on ne pouvait pas faire grand-chose, tout comme nos autorités ne pouvaient pas faire grand-chose. Amadou Maïga, vous êtes donc sur place à la Mecque. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez du sort des disparus? Non, en fait, comme je l'ai dit tantôt, aux premières heures après de la bousculade, les disparus pouvaient être dans 3 cas de figure. Comme l'a dit M. Jim, soit ils sont blessés, soit ils sont perdus, parce qu'effectivement, c'est le premier jour qu'on revenait d'Arafat, les gens n'ont même pas eu le temps de localiser leur résidence, leur tente. Donc, ils pouvaient être perdus. Et ou bien ils sont morts. Mais là où nous sommes, 3 semaines après, je pense que celui qui est perdu, il doit être retrouvé. Donc, en tout cas,
les disparus, ils sont dans les deux cas de figure maintenant. Le deuxième cas est très moindre, c'est-à-dire le cas de blessés, même si on continue à découvrir quand même quelques blessés. Avant-hier, on a découvert 2 blessés. Donc, ce qui nous laisse espérer que les disparus sont toujours entre les morts et les blessés. Monsieur Maïga, vous le savez bien, quand ce genre de situation arrive, il y a toujours des rumeurs. Alors, on a par exemple souvent entendu ici à Bamako des rumeurs selon lesquelles des pèlerins maliens se seraient retrouvés dans d'autres pays, l'Égypte. Vous en savez quelque chose? Bon, après vérification, je pense que ces informations-là ne sont pas fondées. Parce que je vois mal comment un pèlerin malien blessé ou mort peut se retrouver dans un autre pays. Pas mort. Le cas, on a entendu parler de cas de personnes vivantes. Il ne peut pas aller. Il ne peut pas. Le problème ici, c'est que le système est tel que le pèlerin ne peut pas voyager sans son passeport, qu'il n'a pas celui. Le passeport, il est déposé dans un des bureaux de service. Et ce bureau de service, il ne peut pas donner le passeport au pèlerin directement. Il est obligé de passer par l'organisateur, si c'est l'agence de voyage ou c'est le gouvernement. Donc, c'est soit l'agence de voyage qui sait sortir le passeport. Le pèlerin ne peut pas sortir son passeport lui seul. C'est ça le problème. Ce qui nous fait croire que ces informations ne sont pas fondées. Parce qu'aucun pèlerin n'a son passeport sur lui. Sauf s'il a un passeport diplomatique, c'est tout. C'est les détenteurs des passeports diplomatiques qui ont leur passeport. Sinon, tous les autres là sont gardés quelque part. Et c'est l'agence ou le gouvernement, la filière gouvernementale qui peut faire la demande avec réservation de billets à l'appui. Comme quoi, il a son vol à telle heure et que 8 heures avant le vol, il faut qu'il soit à l'aéroport dans un bus collectif. Donc le système est tel que pour qu'un pèlerin puisse s'échapper, s'il est malade, il faut une ambulance pour l'amener à l'aéroport. Et c'est l'agence qui doit faire la demande de l'ambulance auprès des hôpitaux. Je ne pense pas que ces informations soient fondées. Issa Kaoudim du Haut Conseil islamique, donc aucune erreur ne peut provoquer le fait qu'un pèlerin malien se retrouve ailleurs. C'est difficile à imaginer quand même. Bon, je pense que pour tout le respect que nous devons aux parents des victimes, et nous devrons quand même éviter ce genre de rumeurs parce que c'est pas comme ils viennent de le dire. Moi, je crois qu'on doit se focaliser sur l'essentiel. Parce que la question fondamentale, vous ne l'avez pas posée. Et dans tout ça, où se trouve le gouvernement malien? Oui, mais c'est ça. Nous sommes à un volet, nous n'allons pas... D'accord, parce que c'est extrêmement important. Parce que nous sommes dans un pays organisé, nous avons un État, nous avons un gouvernement, nous avons aussi un ministère qui est chargé de cette organisation. Ce n'est pas les agences qui sont chargées de l'organisation, c'est l'État. Maintenant, chaque pays, j'arrive, juste, je vais venir, parce que ça c'est très important. Je pense que ça c'est une question fondamentale. Maintenant, la question que vous parlez par rapport aux rumeurs, je pense que c'est des choses que peut-être que ne devraient pas dû se poser, parce que, comme il a dit, si on connaît l'Arabie Saoudite, c'est tellement un pays fermé, c'est le genre de questions, quelqu'un qui connaît vraiment le fonctionnement de l'Arabie Saoudite ne posera même pas la question, mais vous, en tant que journaliste, peut-être que aussi c'est peut-être aussi le besoin des auditeurs pour poser cette question. Exactement. Alors, qu'est-ce que je voudrais qu'on aborde à présent? Alors, vous avez dit que c'est exclu, vous avez parlé de la responsabilité de l'État, vous savez que nous avons les mêmes soucis parce que nous avons souhaité que sur ce plateau se retrouve quand même au moins un représentant du département. Alors, je dois vous avouer que nos efforts ont été vains. Alors, nous serons obligés donc d'aller avec les moyens dont nous disposons. Vous êtes là, nous avons 2 autres invités. Je crois que vous êtes en mesure quand même d'apporter des éclairages qui permettront à nos auditeurs de mieux comprendre la situation. Pour nous, c'est cela l'essentiel. Alors, la question qui suit à présent, qu'est-ce qui s'est passé réellement à Mina? Je crois que beaucoup de personnes se posent quand même la question, mais la réponse tarde à tomber. Et pourquoi? Nous allons poser la question d'abord à Amadou Maïga, lui qui est sur place à la Mecque. Ok, effectivement, moi j'étais témoin oculaire, j'étais victime. Dieu merci, je suis sorti indemne. Mais à présent, il n'y a pas de source officielle des raisons qui ont provoqué, en tout cas, cette bousculade-là. Donc, il y a plusieurs versions. Il y a une version qui dit qu'il y a des gens qui venaient dans le centre inverse qui ont créé le blocage. Il y a des versions qui disaient qu'il y avait un prince qui faisait son diamrat, ce qui fait qu'on avait bloqué toutes les issues.
Donc, en tout cas, moi, c'est difficile de me prononcer parce que quand on est dans un pays étranger, il faut éviter de s'aventurer sur des détails que tu n'as pas. Oui, Monsieur Maïga, mais est-ce que ces pays donnent une explication? Est-ce que ces pays expliquent comment ça s'est passé, cette bousculade? Les autorités se sont-elles prononcées là-dessus? Non, jusqu'à présent, ils n'ont pas donné les causes officielles. Ils disent qu'il y a une commission d'enquête qui a été mise en place et les résultats ne sont pas encore disponibles. Bon, la seule raison qu'ils ont dit qui ne tient pas trop la route, c'est que les gens sont sortis en dehors des créneaux horaires fixés. Ce qui n'est pas vrai pour le Mali. Le Mali devrait sortir entre 6h et 9h ce jour-là. Et le Mali n'était pas le seul. Il y avait l'Iran, il y avait d'autres pays, il y avait tous les pays africains. Donc vous êtes formel, les pèlerins maliens sont sortis à l'heure prévue, n'est-ce pas? Je suis formel, ça fait une dizaine d'années que nous faisons ce travail. Nous ne pouvons pas prendre le risque de sortir en dehors des créneaux fixés. Nous ne pouvons pas prendre ce risque-là. Parce que de toute façon, nous pouvons avoir des sanctions là-dedans. Donc nous ne pouvons pas prendre ce risque-là de sortir en dehors des créneaux horaires fixés. Ce n'est pas vrai. Ça nous rejetons ça en bloc. C'est-à-dire que c'était vraiment une argumentation très facile. Nous sommes vraiment désolés que des autorités... Moi, je n'ai pas entendu ça de la bouche d'un officiel saoudien, mais c'est ce qui se disait. Mais si c'est le cas, je suis vraiment désolé. Parce que nous consultons les horaires. Voilà. Alors, nous vous retrouverons un peu plus tard. Les horaires et nous... Ok, nous allons vous retrouver un peu plus tard. Nous retournons ici dans ce studio. Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre ce débat. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Alors, nous vous rappelons que le sujet du jour, c'est la bousculade meurtrière qui a donc marqué le pèlerinage 2015 à la Mecque. Nous avons dans ce studio ici Issa Kao Jim, il représente le Haut Conseil islamique. Monsieur Jim, dites à présent, il est important quand même qu'on recherche les morts, qu'on identifie les morts, qu'on recherche les disparus, mais il est également important qu'on sache quand même qu'est-ce qui a provoqué quand même ce drame. Bon, je pense que on peut être réservé parce que tous les pays quand même ont leur fonctionnement. Les autorités saoudiennes, ce qu'ils ont dit qui a été repris par les médias, les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes. Donc je pense que seules les enquêtes diront exactement qu'est-ce qui s'est réellement passé. Alors ça c'est quand même ce point. Mais au-delà de toute forme de spéculation, je pense que c'est extrêmement difficile pour quelqu'un qui n'a jamais fait le pèlerinage, alors de parler de ce lieu-là. Parce que je vous dis, rien du tout, il peut y avoir des morts. Il suffit que deux personnes se paniquent, alors ils essayent de fuir. Alors vous ne pouvez pas courir parce que sur des longues files, des milliers de kilomètres, les gens sont entassés, chacun va doucement parce qu'il y a une concentration humaine alors dans un endroit qui est pratiquement tout le monde est là. Donc je pense que c'est pour ne pas rentrer dans des considérations un peu erronées. Et je rejoins un peu monsieur de cette agence et que je suis d'accord avec lui que sur un point précis, alors il faut attendre les conclusions officielles alors des autorités saoudiennes. C'est ce qui est fiable. À mon avis, je ne vais pas conjecturer là-dessus. Madame Ami Sissé, on sait que votre travail, c'est d'écouter et d'orienter les parents des victimes. On va tout de même se permettre de vous poser la question suivante. Au-delà de ces recherches, est-ce qu'il n'est pas aussi important de savoir les raisons de ce drame à la Mecque? Non, je pense que c'est pertinent, c'est important de le savoir. Pour l'instant, nous concentrons tous nos efforts sur la recherche des disparus pour savoir si finalement ils sont blessés ou décédés afin que les familles puissent faire leur deuil. Mais je pense qu'il y aura un moment où il faut qu'on se pose des bonnes questions parce qu'on est tous concernés. On est dans un pays qui est constitué de 90% de musulmans, si je ne me trompe pas. Donc le Hajj étant un pilier de l'islam que tout le monde doit accomplir quand on a les moyens. On est tous confrontés, ou je dirais, on passera tous par là un jour, Inch'Allah, où nos parents passeront par là. Donc, c'est pas dire que cette année, il y a eu cet incident et que l'année prochaine, il y aura une rétention. Non, les gens continueront à aller à la Mecque. Donc, je pense que c'est important que les familles sachent qu'est-ce qui s'est réellement passé
et qu'on soit rassuré que toutes les dispositions sont prises pour que les choses se passent bien. C'est vrai que les autres années, on a eu à voir on a eu à faire face à des bousculades, mais le bilan de cette année, c'est quand même énorme. Et je pense qu'on n'est pas les seuls à le dire. La preuve est que ça fait plus de 2 ou 3 semaines. Jusqu'à présent, les agences de voyage et nos représentations qui sont parties pour la suite de cette bousculade sont toujours sur place et ils sont toujours pas rentrés. Ce qui veut dire que le dénouement n'est toujours pas terminé. Donc, je pense que ce serait vraiment important qu'on sache qu'est-ce qui s'est réellement passé. Au-delà de toute chose, nous sommes des croyants. On sait que la volonté de Dieu, on n'y peut rien, mais je pense qu'il y a aussi une explication rationnelle qu'on peut dire aux gens et que les gens peuvent comprendre et aussi comprennent les dispositions d'ores et déjà pour que les dégâts soient limités pour les années prochaines. Amadou Maïga du groupe Clédou Voyage qui se trouve donc à la Mecque. Une question qui peut paraître quand même assez délicate pour vous. L'Arabie Saoudite continue toujours de nier toute responsabilité dans ce drame. C'est une attitude que vous comprenez? Bon, je souhaite ne pas polémiquer sur ça d'abord. Comme ils ont lancé une commission, ils ont ouvert une commission d'enquête, et donc je préfère attendre les résultats. Je ne veux pas polémiquer parce que c'est quand même notre pays hôte, donc je ne souhaiterais pas polémiquer sur ça, mais je dis tout simplement que pour la mémoire des personnes disparues, on ne devrait pas tenir de tels propos. Malheureusement, quand il y a la mort, il y a la mort. Donc on ne doit pas chercher des boucs émissaires. La mort, elle est divine, elle vient quand ça doit venir. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je souhaite ne pas polémiquer sur les raisons que l'Arabie Saoudite a données. Issa Kaoudim du Haut Conseil islamique, est-ce que vous souhaitez vous exprimer sur ce Mais bien sûr, je souhaite m'exprimer. Vous savez que quand on est le pays hôte, c'est sa responsabilité morale d'assumer ce qui s'est passé. Et l'organisation, c'est l'Arabie Saoudite, c'est sur son sol. Alors donc, leur responsabilité morale est évidente, ça quand même c'est clair. Maintenant, la volonté divine s'exerce partout, nous comprenons, nous n'accusons pas X ou Y, mais je pense qu'aujourd'hui, le minimum, c'est de présenter des condoléances à tous les pays qui ont été touchés, parce qu'il s'agit de l'islam. Les gens ne vont pas en Arabie Saoudite parce que ça s'appelle l'Arabie Saoudite. Les gens vont là-bas parce que c'est l'un des piliers de l'islam. Alors eux, ils sont les gardiens de ces lieux saints, ça c'est la volonté de Dieu, nous sommes des croyants, nous y croyons. Alors cependant, les informations techniques, elles doivent être communiquées parce qu'il peut y avoir des défaillances, il peut y avoir quelque chose qui dépasse le raisonnement humain, qui est peut-être qui peut être une dimension, alors que je qualifie moi en tant que croyant, alors d'une dimension qu'on peut parler de volonté divine, c'est vrai, mais il y a aussi souvent des paramètres qui nous échappent. Parce que dans notre analyse, souvent, on essaie d'éviter quelque chose alors qui est extrêmement important. Quand on est croyant, on est obligé quand même de prendre en compte cette dimension quand même qui est vraiment la dimension spirituelle de la chose. Et l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui est quand même le pays qui organise le Hajj parce que c'est sur son sol. Ils ont l'expérience, ils ont l'expertise, ils mettent beaucoup de moyens. Mais cela ne peut pas empêcher la volonté de Dieu alors de se manifester là où il veut. Alors sur ce point, nous sommes des croyants, nous respectons, nous ne polémiquons pas, nous ne cherchons pas des boucs émissaires, mais l'Arabie Saoudite quand même doit dire aux musulmans ce qui s'est réellement passé. Mais puisqu'ils ont parlé de commission d'enquête, je suis d'accord, il faut attendre vraiment la fin de cette enquête et qu'ils se prononcent sur ça. Je pense que cela est plus sage et plus responsable. Amadou Kaoudim qui vient donc de réagir. À présent, nous allons donner la parole à Amadou. C'est Issa Kaou plutôt qui vient d'intervenir. Nous parlons à la Mecque où se trouve du groupe Clédou au voyage. Dites-nous, M. Maïga, juste en 2 minutes, est-ce qu'il ne faut pas songer à tirer les enseignements de ce qui s'est passé à Mina? Oui, tout à fait. Je pense que les autorités saoudiennes eux-mêmes avaient passé avant, avaient pris des dispositions pour éviter de tels scénarios, de tels incidents, en diversifiant les chemins. C'est-à-dire que normalement, les pèlerins ne doivent pas retourner par le même chemin. Ceux qui ont fini de lapider le Satan, ils doivent retourner par une autre piste. Depuis l'incident de 2005, où ils ont reconstruit le bâtiment qui doit abriter la lapidation de Satan. Ils l'ont fait à 4 niveaux, ce qui fait qu'il n'y a aucun engorgement. Mais ce qui a créé cette situation, bon, je ne sais pas, peut-être il y a un manque d'anticipation.
Comme le disait l'imam de la grande mosquée le vendredi dernier, il y a eu un problème d'anticipation parce que les gens étaient restés pendant 1 heure, c'était bloqué. Il y avait un blocage pendant 1 heure, on n'avançait pas, on ne reculait pas. Donc il fallait trouver une solution. Il y avait l'hélico au-dessus de nos têtes, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et finalement, les policiers sont rentrés au milieu, malgré que certains ont escaladé les murs, les policiers se retrouvaient sur des tables. Le nombre, il gonflait toujours. Moi, j'ai cru que quand j'ai vu les gens monter sur les tables, que finalement, la voie allait se dégager. Mais non, c'est le contraire. Donc, il a fallu que, quand moi j'ai vu qu'il n'y avait pas d'issue, j'ai cherché une solution pour moi. Donc, je pense qu'il faut qu'ils respectent, quelle que soit la situation, qui est un prince ou pas, qu'il y ait des trucs, les voies doivent être ouvertes. Tel qu'ils l'ont fait depuis 10 ans, il n'y a pas eu de problème. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'organisation pour que les gens ne retournent pas le même chemin. Et pour que dès qu'on a commencé l'entame de la rue jusqu'au milieu, ça ne bougeait pas. On le faisait ou pas. Moi, en 12 ans de pèlerinage, c'est la première fois que j'ai vu ça. Donc, je pense que, d'abord, c'est un problème humain. C'est un problème d'organisation humaine. L'espace sont là, les chemins sont là. Avant, tu ne pouvais pas retourner par là où les gens y venaient. Donc, il faut que les dispositifs sécuritaires soient respectés. Quelle que soit la situation qui arrive, il faut que les dispositifs sécuritaires soient respectés. Ils ont mis en place cela, il faut que cela soit respecté. Parce que depuis, ils ont vu qu'avant, il y avait un problème de place. Ce qui a provoqué l'incident de 2005, c'était parce que le local était petit. Mais depuis, ils ont agrandi. Et vraiment, les gens, ils étaient fluides, la circulation est fluide. Mais cette année, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a pu provoquer cette situation que pendant 1 heure, qu'on n'avançait pas. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Chaque année, après avoir passé la nuit à Mousdalifa, les gens ils déposent leurs bagages à Mina et puis ils continuent pour lapider le Satan. Ils reviennent pour se raser et être dans l'ambiance de la fête. Mais cette année, ce n'était pas le cas. Dès qu'on a commencé, il y avait un blocage. Amadou. Donc, on a passé 1 heure sur un truc, sur une distance de 15 minutes. Sur une distance, on devrait faire 15 minutes. On a passé 1 heure dessus. Donc, on était bloqué. Amadou Maïga, merci pour toutes ces explications et merci pour votre disponibilité. Nous donnons la parole à Madame Ami Cissé du Centre d'écoute et d'orientation des parents des victimes. Le mot de la fin avec vous, Ami Cissé. C'est déjà remercier tout le monde, notre confrère qui est en Arabie Saoudite qui nous donne les informations, le représentant du Conseil islamique aussi pour sa participation et votre disponibilité à nous écouter. Nous remercions tout le monde. Maintenant, vraiment, je pense que l'heure n'est pas à la polémique pour dire les responsabilités doivent être situées. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur nos disparus pour écouter la douleur des familles parce que ces gens souffrent. Nous, on est en contact avec eux matin, midi et soir et on sait comment ils souffrent de ne pas savoir quel sort est réservé à leurs parents. Donc, concentrons nos efforts sur les pèlerins maliens qui sont toujours pas rentrés et nous faisons beaucoup de bénédictions, beaucoup de doigts pour ceux qui sont en vie, qui nous reviennent sains et saufs et ceux qui sont restés sur la terre sainte, que Dieu ait pitié de leur âme et que Dieu nous épargne des épreuves aussi dures pour l'avenir. Alors, voilà. Merci à vous, madame. Je rappelle que le sujet du jour, c'était donc la bousculade meurtrière de Mina. Nous avions 3 invités, madame Ami Cissé du Centre d'écoute d'orientation des parents des victimes, Issa Kaoudjim du Haut Conseil islamique qui était en direct dans ce studio. Nous avions depuis la Mecque, donc Amadou Maïga qui est du groupe Clédou au voyage. Je rappelle également que à la mise en onde, il y avait Peting Diara, régie vidéo, Salim Moudjouara. L'émission a été réalisée par Ousmane Djadjet Touré. La présentation, il y avait Seydou Fomba. On vous remercie. À demain. Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Biro. Halud Mauni. Chenni Biri. Sigika Foba. Le grand dialogue.